Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi et on n'est plus qu'à quelques heures du week-end. Et dans DevCafé, je vous résume les principales actualités autour du développement mobile, mais bon, comme c'est parfois le cas comme aujourd'hui où c'est un peu plus calme, je vais en profiter pour vous présenter des outils qui vous seront normalement utiles lors de vos devs. Alors concrètement, on va faire comme hier avec, dans un premier temps, les actualités, puis on terminera par des outils et enfin, les bons plans autour du Black Friday. Du coup, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ce format vous plaît, car plutôt que de ne pas faire d'émission du tout, ça me permet quand même de faire la petite quotidienne d'une dizaine de minutes. Bon, sans plus attendre, je vous propose qu'on commence tout de suite avec ce programme. Dans DevCafé, on se parle souvent du business autour des applications et des jeux, mais aussi des commissions prises par l'App Store et le Google Play. Mais je pense que la vraie question qui vous taraude, c'est comment générer de l'argent. Et une étude vient de démontrer que les utilisateurs les plus actifs sont ceux qui rapportent le plus. Bon, là-dessus, vous allez dire, merci Edouard, ça, on n'avait pas besoin de toi pour le savoir. Mais l'info ici, c'est que ce sont les achats fréquents, voire les abonnements qui rapportent le plus. Et selon le graphique que vous voyez ici, ça représente 97% du marché, contrairement aux achats uniques. Donc dit autrement, il faut impérativement que vous trouviez un modèle qui nécessite soit d'acheter à plusieurs reprises des éléments différents, soit partir sur des abonnements. Et l'étude continue en montrant que ces fameux achats ont lieu à 51% le jour de l'installation de l'application et à 25% dans la semaine. Autant dire que la maxime selon laquelle un MVP suffirait pour lancer un produit, ici c'est pas vraiment confirmé, car il faut faire bonne impression d'entrée de jeu et avec suffisamment de contenu pour que les utilisateurs puissent finalement passer à la caisse. Et donc au final c'est un équilibre difficile à trouver, mais au moins vous aurez désormais les chiffres en tête si vous avez la fameuse idée du siècle. Bon en fait, je l'espère quand même pour vous. On continue par un gros warning avec les GPU Mali. Alors non, pour ceux au fond de la salle à côté du chauffage, ça n'a rien à voir avec le pays, mais ça désigne plutôt l'architecture généralement utilisée sur les téléphones et les tablettes avec une architecture ARM, et on en trouve très régulièrement dans les SoC de Samsung, de Rockchip ou encore Allwinner. Et le problème, c'est qu'une faille découverte cet été par des membres de l'équipe du Project Zero de chez Google, en gros c'est des ingénieurs dédiés dans la recherche de failles de sécurité, n'a toujours pas été patchée. Et ça concerne notamment les téléphones de Google, de Samsung, Xiaomi ou encore Oppo, autant dire qu'on se parle de millions de téléphones. Et d'ailleurs, il n'y a même pas une faille, mais carrément deux. Donc en attendant qu'un fixe arrive, faites très attention de toujours bien télécharger des applications sur les boutiques de type Google Play, même si ça protège jamais à 100%. Ensuite, on va continuer avec une info qui, si on le résumait en titre putaclic, ça pourrait donner quelque chose comme « Google va remplacer les développeurs par des IA ». Bon, on va pas faire ça et on va plutôt essayer de comprendre ce que Google voudrait faire selon les infos de Business Insider. Et même juste avant de s'intéresser à proprement parler à cette info, aujourd'hui, l'IA liée au développement, c'est avant tout là pour nous aider, avec notamment GitHub Copilot qui peut soit faire de l'autocomplétion améliorée, soit fournir des petits bouts de code. Et l'idée de Google serait d'aller encore plus loin avec le projet dont le nom de code est Pitchfork, et d'ailleurs il était auparavant géré par Google X qui est à l'origine des projets comme les Google Glass ou encore les voitures connectées Waymo, et Pitchfork a déjà fait la transition vers les Google Labs qui sont les projets à long terme sur lesquels Google travaille. Et selon les informations de Business Insider, le projet Pitchfork serait conçu pour, je cite, apprendre au code à s'écrire et se réécrire lui-même. Alors l'outil, il est fondé sur un apprentissage des différents styles de programmation et il va ensuite générer du code à partir du propre code qu'il aura généré. Alors, initialement, le projet avait pour objectif de faire la migration de la base de code en Python de chez Google vers des versions plus récentes du langage, mais petit à petit, les enjeux du projet ont grossi pour se réorienter vers une intelligence capable d'écrire et de mettre à jour du code tout en maintenant sa qualité. Il y a donc cette notion d'écrire par lui-même son propre code. Et finalement, c'est à peu près tout ce qu'on sait pour le moment, car ce sont les seules informations que les journalistes ont pu soutirer aux employés de Google sous couvert d'anonymat. Donc si on reprend mon titre putaclic du début, Google va remplacer les développeurs par des IA. Alors oui peut-être, mais d'une, c'est pas pour tout de suite, et de deux, écrire du code ne veut pas dire remplacer les développeurs, car comme nous, il va bien falloir des gens pour relire le code, pour relire les PR. Car ça m'étonnerait qu'on laisse partir en prod du code sachant que personne ne sache ce qu'il fait. Bref, Business Insider nous a fait un bon titre putaclic, mais en soi, on peut quand même pas leur reprocher que ce soit une fausse information, car ça semble inévitable à long terme. Allez, on s'arrête là pour les actus, enfin, pas tout à fait, car il y a désormais les actualités en bref.
Si vous faites du React Native, la version 0.71 ne devrait plus tarder puisqu'une deuxième release candidate est disponible depuis hier. Sortie après un jour la RC1, elle vient corriger un bug, disons, légèrement embêtant puisqu'il n'était plus possible de générer des applications iOS. Ensuite, vous l'avez remarqué, la mode est en ce moment au générateur d'images basé sur l'IA et Stable Diffusion est l'un des acteurs majeurs dans cette tendance. Une version 2 du générateur est désormais disponible, améliorant l'upscaling ou encore la génération d'images. Il semblerait que l'IA ne soit par ailleurs plus autant inspirée qu'auparavant de certaines illustrations créées par des vrais artistes. On poursuit par notre feuilleton Twitter et il n'y a pas si longtemps, Elon Musk avait permis pendant quelques heures d'obtenir le badge bleu de certification du compte contre quelques dollars. Et après le désastre provoqué par les nombreux trolls, les caisses de Twitter se sont bien remplies puisque plus de 140 000 abonnements à 8 $ chacun ont été souscrits. Je vous laisse vite fait faire le calcul. Et hier, je vous partageais un article qui montrait comment l'architecture serveur de Twitter restait solide malgré les nombreuses désertions de postes. Mais dans un autre article d'un autre ingénieur du réseau social, ce dernier explique ce qu'il pourrait arriver rapidement et ce n'est pas reluisant. Côté jeu maintenant, Google Cloud vient de lier un partenariat avec un moteur de jeu indien nommé Super Gaming. L'idée est de proposer l'accès à ce moteur à tous les développeurs qui souhaitent mettre en place du multijoueur et donc de reposer sur une architecture dans le cloud. Malgré l'échec de Stadia, on voit que le jeu vidéo est un domaine dans lequel Google investit beaucoup. Logique quand on sait que ce média a un chiffre d'affaires supérieur à ceux du cinéma et de la musique réunis. Et pour terminer, nos amis les complotistes avaient trouvé une nouvelle cible à laquelle s'attaquer, un smartphone vu en 1977 lors d'un concert d'Elvis. Comme vous pouvez le voir sur la photo, une jeune femme semble tenir un objet qui ressemble beaucoup à nos téléphones. Mais hélas, la polémique n'aura pas tenu très longtemps, puisque dans les années 70, Kodak avait commercialisé des appareils photo dont l'apparence extérieure pouvait rappeler nos chers smartphones. Bref, désolé amis complotistes, il va falloir trouver une nouvelle cible. Tout comme hier, on va passer à la présentation d'outils dans cette deuxième partie, et dans un premier temps, c'est même plutôt une API qui est proposée par Typewise, alors que vous connaissez peut-être car ils fournissent un clavier que vous pouvez installer autant sur Android que sur iOS, et comme vous pouvez le voir sur les captures, le layout est quand même un peu particulier. Mais ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser puisqu'ils proposent gratuitement, et d'ailleurs j'insiste là-dessus car finalement c'est assez rare, une API qui peut vous faire des suggestions de phrases. Donc par exemple, vous allez écrire « Bonjour » et il va vous compléter par « Ça va ». Et c'est un peu finalement ce qu'on a aujourd'hui sur Google Docs ou encore dans Gmail. Et ça, c'est la première fonctionnalité. Mais en plus, l'API peut faire de la correction orthographique et grammaticale. Et vous pouvez aussi avoir la possibilité de donner un extrait de texte et il va vous en extraire la langue principale, sachant qu'il y a à peu près une quarantaine de langues qui sont supportées, comme le français, l'italien, l'espagnol et d'autres, et j'en passe. Bref, j'insiste à nouveau, mais tout ça c'est gratuit. Alors je sais pas comment ils font d'ailleurs, mais j'imagine que ça devrait vous donner plein d'idées. Ensuite, le deuxième outil concerne Google Fonts. Et bon, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter, mais il y a un gros mais avec Google Fonts en Europe, c'est le RGPD. Car quand vous allez télécharger une police sur le service, Google va stocker l'IP du visiteur, mais ça vous n'aurez jamais demandé le consentement à l'utilisateur. Donc finalement, Google Fonts comme Google Analytics, c'est normalement interdit chez nous, mais bon, dans la majorité des faits, les applications et les sites continuent de l'utiliser. Et si vous recherchez une alternative, Collabs Fonts fait exactement les mêmes choses, avec les mêmes polices, les mêmes fonctionnalités, et vous avez juste à changer le nom de domaine. Mais bon, le seul inconvénient pour nous côté mobile, c'est que généralement on ne peut pas facilement changer l'URL. Mais en tout cas, voilà, il faut bien savoir que Google Fonts, normalement c'est interdit, mais par contre, vous avez cette alternative très simple à mettre en place qui existe. Et enfin, on est arrivé au fameux vendredi noir, ou alors plutôt le Black Friday. Alors pour commencer, Telemetry Deck, c'est justement une alternative à Google Analytics, et c'est parfaitement utilisable de manière légale, que ce soit sur le web ou à travers des SDK en Swift et en Kotlin, et ils font moins 30% sur leur abonnement annuel. Et il y a également un très bon client Git qui s'appelle Tower, et disponible à la fois sur Windows et macOS qui est à moins 50%. Et pour ceux qui font du cross-platform, le plus simple pour mettre à disposition des applications pour macOS, c'est le format DMG. Et l'application Drop DMG vous permet de les créer de manière très simple. Et là, le prix est en baisse de 25%. Bref, il y a encore plein d'autres deals pour les développeurs, mais je ne pourrais pas tous vous les lister. Au cas où, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, mais faites attention, enlevez bien les HTTP des adresses, sinon YouTube considère que c'est du spam. Et ben voilà, j'espère que cet épisode de DevCafé un peu plus court et découpé en deux parties vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format vous convient, voir si vous aimeriez des améliorations. En tout cas, je vous souhaite un bon vendredi et un bon week-end, et on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine. Mais bon, on va pas aller trop vite tout de même.